Bienvenue dans BEC7, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un cadre du parti cher à l'honorable Augustin Matata Pognon, LGD, Joseph Edeba. Il est analyste politique. Il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous. Cher Joseph, bienvenue. Merci, cher Daniel, pour l'invitation. Merci. On parle sur la situation sécuritaire avec la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Cher Daniel, comme tous les Congolais, nous avons accueilli cette nouvelle ce soir parce qu'il faut le préciser que la rumeur était en train de sillonner depuis les matins que le gouverneur était déjà décédé. Mais également, nous attendions à voir la confirmation officielle du décès de ces hauts gradés de notre armée. Vous savez, ça nous a vraiment choqués. Son décès nous a vraiment mis dans un état de désolation complète parce que vous savez, ce n'est pas facile de perdre aussi des hauts gradés, mais des gens expérimentés dans l'armée qui ont combattu et ont continué de faire, n'est-ce pas, preuve de bravoure. Parce qu'il faut le rappeler que le gouverneur n'est pas celui qui reste dans son bureau climatisé comme à Gombe pour faire des émissions à ressemblance de certaines autorités de l'Union sacrée. Et ces gouverneurs, n'est-ce pas, étaient sur le champ de bataille, évidemment, pour chercher à rétablir la paix, enfin de sauver, n'est-ce pas, les vies des Congolais à l'est du pays. Et pour nous, c'est une perte immense. Pour nous, c'est quelque chose qui nous écoeure, c'est quelque chose qui vraiment cause, encore une fois, il faut le dire, une psychose dans la ville de Goma, parce que avoir déjà un dirigeant comme ça qui part, ce n'est pas peu de choses. Que dire de la population maintenant? Non, mais la population se sent en insécurité totale, parce qu'il faut dire ici que le gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami, était le représentant du chef de l'État dans la province sous état de siège. Il faut le compter ainsi. Donc c'est comme si on avait tué le président de la République. Et donc cette psychose-là ne peut que créer des vives tensions. Vous savez déjà qu'avec l'afflux et l'abondance, pour ne pas dire l'exode exagéré de la population qui était en train de descendre déjà sur Goma, ça ne peut que, n'est-ce pas, frustrer encore une fois davantage la population de la ville-province, qu'est-ce que je veux dire de la province du Nord Kivu? On ne comprend pas, c'est quand même une autorité, la mieux sécurisée, on ne comprend pas pourquoi il devient la cible numéro 1. Jusque-là, les conditions ne sont pas encore réunies, je suis sûr que les enquêtes sont en cours, mais on peut quand même se limiter à comprendre pourquoi il était la cible alors que l'ennemi a été repoussé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de notre armée? On ne comprend plus. Vous savez, aujourd'hui, moi, je peux dire que les décisions des dirigeants politiques aujourd'hui ne reflètent pas la volonté de rétablir la paix nécessaire à l'est du pays. Vous savez, nos militaires, parfois, ils se posent la question, est-ce qu'il faut continuer à combattre parce qu'ils ne reçoivent pas de soutien nécessaire auprès de nos dirigeants politiques? Vous savez que dans le domaine de la guerre, dans le domaine de l'armée, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Sûrement. Et sur ce terrain-là, nous avons nos hommes qui défendent notre territoire. Nous avons nos hommes armés qui luttent au péril de leur vie pour restaurer la paix à l'est du pays. Mais cependant, il faut ici noter que le leadership et la gouvernance de nos dirigeants politiques, notamment le président de la République et compagnie, je vais parler ici du ministre de la Défense et la première ministre, ne soutient pas totalement ou n'encourage vraiment pas les militaires à aller de l'avant et à récupérer nos territoires. Je vais ici préciser. Tous les moyens. Je vais ici préciser, cher Daniel. Vous savez, en 2013, notre président national a été nommé Premier ministre. En avril. Et au mois de mai, au mois de juin, il s'est retrouvé à Bunagana, à rencontrer des militaires, poser des questions, et des questions qui ont trouvé des réponses, notamment sur le point de la logistique. Les militaires à l'époque ont dit, écoutez, nous avons des soucis sur tel aspect. Nous avons des soucis d'armement, nous avons des soucis de munitions,
Nous avons des soucis de salaire, nous avons des soucis de la nourriture et tout ce qui va avec. Pour, n'est-ce pas, être en forme et en position de bouter hors nos territoires l'ennemi. Mais le Premier ministre, avec les leaderships incisifs, avec la gouvernance de qualité, a pris ces désidératas de l'armée pour rentrer et répondre rapidement afin que ceux-ci se rétablissent et deviennent plus forts, afin, n'est-ce pas, mettre hors état de nuire tous ces ennemis de la RDC. C'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi nous sommes allés jusqu'à chasser et à neutraliser, voire défaire les M23 à l'est du pays. L'attitude mentale positive de dirigeants congolais, politiques. Et donc voilà, c'est cela le problème. Comparons maintenant à la réalité d'aujourd'hui. C'est chaque fois que le chef de l'État part pour une conférence, que normalement il pouvait envoyer un représentant, que l'ennemi récupère quelques territoires à l'est du pays. C'est chaque fois que le Kinshasa se retrouve dans des discussions inutiles, notamment par exemple, bavarder autour du changement de la constitution, que l'ennemi s'empare des territoires. C'est chaque fois que le chef de l'État se déplace pour aller à l'inauguration, je ne sais pas de quoi, pour aller à l'investiture d'autres présidents, alors que ce n'est toujours pas obligatoire de se déplacer, que l'ennemi progresse. L'attitude mentale, l'attitude pratique de nos dirigeants politiques ne témoigne pas l'engagement que nos autorités prennent pour, n'est-ce pas, rétablir la paix à l'est du pays. D'autant plus qu'il faut préciser ici que les M23 ont refait surface après 2013, après 2013, en 2019. Très bien. Ils sont revenus ici à Kinshasa par invitation. Le chef de l'État lui-même a précisé qu'ils étaient là à l'époque où M. Gilbert Kankonde était ministre, vous savez, dans le gouvernement. Les M23 ont été logés ici. Le chef de l'État l'a reconnu. Et il faut dire que c'est après que les discussions ne puissent pas bien se dérouler que ces gens ont fait une résurgence. Mais rappelons que sous Joseph Kabila, sous Matata Ponyo, les M23 ont été défaits. La preuve, c'est que les militaires, les commandants aujourd'hui qui, n'est-ce pas, s'emparent des territoires, par exemple, celui qui s'est emparé des Minova et celui qui s'est emparé autrefois des Saké, c'était des gens qui étaient prisonniers ici à Kinshasa. Kabila les avait fait arrêter. Mais c'est Tshisekedi, le président Tshisekedi, qui est venu les libérer. Et ce sont les mêmes individus qui sont rentrés maintenant, encore une fois, pour combattre la République. Et vous savez, cher Daniel, la vie des hommes, nous sommes en train de perdre nos frères aujourd'hui. Alors, très bien, on a compris. On et donc, en effet, c'est la gouvernance, c'est le réunion. leadership des dirigeants aujourd'hui congolais qui posent un problème. Après la menace observée de Goma, il y a eu quand même des mesures qui ont été mises en place pour contrecarrer l'avancement de ces ennemis. Mais il y a eu une réunion qui s'est tenue à Kinshasa, qu'on veut d'ailleurs essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va exactement déclarer la guerre? De quoi était-il vraiment question, vous en tant qu'analyste politique? Très bien, merci beaucoup. Il y avait pratiquement les autorités politiques. Je vous ai dit dans mon propos tout à l'heure que, cher Daniel, nous sommes en train d'assister à quelque chose qui nous laisse bouche bée. Vous savez, dans un État agressé, l'attitude des dirigeants politiques a une importance capitale pour, n'est-ce pas, relever la morale de nos hommes qui sont au front. Vous allez vous rendre compte que le président de la République n'était même pas là. Il est allé à une conférence économique à Davos, une conférence qui s'est faite chaque année, où il pouvait normalement déléguer quelqu'un. Et d'ailleurs, le président de la République a toujours dit que l'économie n'est pas son domaine. On ne comprend pas pourquoi il se retrouve obligatoirement à Davos. Parce qu'il devait ramener quoi pendant que l'ennemi s'emparait de nos territoires. Il faut ici rappeler que, encore une fois, le leadership et la gouvernance des dirigeants comptent pour quelque chose de nécessaire dans un pays agressé. Parce que vous avez vu une réunion stratégique d'urgence qui doit se convoquer. Dans cette salle, il y avait le président de la République. Ouais, on a vu le président de la République. Monsieur le ministre de l'Intérieur.
Oui, M. Chabani, Jacquemin Chabani. M. Jacquemin Chabani, le ministre de l'Intérieur. Vous avez eu le directeur de cabinet du président de la République, M. Anthony Kinzo. Vous avez Madame la Première ministre. Vous avez à côté M. le ministre de Défense. Mais, cher Daniel, soyons sérieux un instant. Tous ces gens n'ont aucune expérience militaire de guerre. Mais je vous dis, le président de la République n'a jamais été militaire. Monsieur le ministre de l'Intérieur n'a jamais été militaire. Monsieur Anthony Kinzo n'est pas militaire. Monsieur le ministre de la Défense aussi, on apprend qu'il est du domaine, il est un corps médical. Mais vous imaginez que nous sommes dans un pays où il y a nécessité de mettre en place, de repenser la stratégie militaire pour, n'est-ce pas, apporter la paix à l'est du pays. Et on se retrouve dans une salle avec des profanes. Vous voyez les problèmes où je suis en train de vous dire que c'est le leadership et la gouvernance qui posent aujourd'hui un sérieux problème à la tête de nos institutions. Prenez tous ces gens réunis. Qui a l'expérience d'avoir vécu la guerre et d'avoir combattu pour apporter la solution au problème de l'insécurité à l'est du pays? Ce n'était pas peut-être pour préparer la réunion de sécurité observée aujourd'hui pour annoncer exactement les décès du gouverneur Peter Chiramani. Vous savez, cher Daniel, prenez des photos, faites des recherches. Quand c'est une réunion d'urgence, on sous-entend que le chef de l'État s'est fait entourer des gens intelligents, des gens stratèges, des techniciens des guerres, des techniciens de l'armée pour étudier stratégiquement la réponse à donner. De manière urgente. Mais on fait une réunion d'urgence avec des profanes. Je rappelle ici que Madame la Première ministre est profane dans l'armée. Le président de la République est profane dans l'armée parce qu'il n'est pas militaire. Le ministre de l'Intérieur est profane parce qu'il n'est pas militaire. Monsieur Anthony Kinzo, le directeur de cabinet du président de la République, est profane dans l'armée parce qu'il n'est pas militaire. Et aussi, on apprendrait que le ministre de la Défense est aussi un corps médical. Donc, nous avons fait une réunion d'urgence pour donner une réponse adéquate à l'insécurité de l'est du pays avec des gens qui sont tous profanes. Voilà ce qui dénonce maintenant de la mauvaise gouvernance, parce qu'à l'époque de Kabila, s'il s'agissait d'une réunion stratégique à faire, il fallait appeler à côté le Premier ministre, le président qui lui-même était militaire à l'époque, les généraux, chefs d'état-major et tous ces mondes qui composaient la colonne vertébrale de l'armée pour repenser la politique en matière sécuritaire afin de donner une réponse attendue par la population. On n'a pas besoin de faire les séances de photoshooting où l'on voit la première dame sourire au moment où nous sommes dans un état agressé. Et donc, en effet, cher Daniel, si nous observons ces choses, nous comprenons que les dirigeants politiques ne ressentent vraiment pas l'urgence qui s'impose à l'est du pays afin de restaurer la paix. Il y a une question qui me vient en esprit. C'est quoi les doubles jeux de la communauté internationale qui a toujours l'habitude de nous renvoyer à la table des négociations? On sent que même les partenaires de Félix Tshisekedi parlent beaucoup plus de la diplomatie que la guerre. Vous savez, en diplomatie, il faut le dire, comme d'ailleurs le souligne Napoléon Bonaparte, une paix doit être victorieuse. Qui dit victorieuse fait allusion à la force que nous pouvons posséder afin d'imposer la paix à l'est du pays. Nous avons 9 voisins, cher Daniel. Pratiquement. Aujourd'hui, si c'est les Rwandais qui nous agressent et l'Ouganda, demain, ça peut être les Centrafriques. Après, demain, ça peut être même le Congo-Brazzaville. Vous comprenez? Dans le futur, ça peut être l'Angola. La RDC doit ici ne pas s'imaginer que il y aura une troupe étrangère qui viendra restaurer la paix à l'est du pays. D'ailleurs, on a voilà pourquoi l'appui logistique nécessaire de nos hommes, l'accompagnement moral est d'une importance capitale pour, n'est-ce pas, doter nos hommes des moyens nécessaires à imposer la paix sur le territoire national. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les dirigeants espèrent
et pense que c'est la communauté internationale qui viendra instaurer la paix à l'est du pays. Vous allez entendre, c'est toute une institution de la présidence de la République qui va, par exemple, aux Nations Unies pour se plaindre afin de trouver une solution. Écoutez, nous avons déjà l'expérience de sillonner le monde entier pour chercher des appuis. Mais à la fin des comptes, qu'est-ce que nous observons? Chacun est préoccupé à répondre d'abord aux questions de son peuple. Notre responsabilité à nous, parce que vous savez, cher Daniel, que la responsabilité de sécuriser le peuple et son bien est une responsabilité régalienne de l'État. Et donc, les gouvernants d'aujourd'hui ont failli à leur mission. La présence de tout ce qu'il y a comme intervention militaire extérieure, on ne sent pas le Gouma. Vous l'avez dit au début, on sent que l'ennemi est en train de progresser à chaque fois qu'on nous demande de cesser les faits autres. À quoi sert de demander des interventions à l'extérieur alors qu'il ne sert plus à rien? Non, mais vous savez, comme je vous ai dit, et je le répète encore une fois, le problème, c'est le leadership du président de la République lui-même. Le président de la République n'a pas l'expérience. Je l'ajoute et je le précise. Militaire. Je le précise, le président de la République n'est pas d'abord militaire, mais aussi le président de la République n'a pas l'expérience d'avoir vécu une guerre. Voilà pourquoi M. Jules Alinguete, une fois qu'il s'est rendu autrefois aux États-Unis, il a dit: écoutez, la guerre, c'est très loin, ce n'est pas au Congo, c'est là-bas, c'est très loin. Alors que le Congo ne se résume pas à Kinshasa. Okay. Le Congo, c'est nos territoires depuis l'indépendance. Vous comprenez? Maintenant, ici, nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas la terreur qu'il y a derrière la guerre. La terreur qu'il y a dans l'échange des tirs. Mon frère, la psychose que la population aujourd'hui vit à l'est du pays n'est pas à blaguer. Donc comprenez par ici que nos dirigeants politiques ont lamentablement échoué sur la question de la sécurité à l'est du pays. Et c'est ce qui aujourd'hui donne l'occasion à l'ennemi de progresser. Voilà, aujourd'hui nous avons les gouverneurs militaires, le représentant du président de la République dans la province sous état de siège, qui aujourd'hui part. Mais qu'est-ce que ça dénonce? Ça démontre à suffisance qu'il n'y a pas une bonne organisation. Parce que lui devait normalement, comme non pas seulement militaire, mais dirigeant de la province, se réserver d'arriver à certains endroits. Okay. Mais exactement. Okay. Mais évidemment, parce qu'il n'y a pas une coordination nécessaire, voilà pourquoi les gouverneurs aujourd'hui n'est plus. Et en tout cas, paix à son âme. Nous continuons ici à parler que les problèmes de l'insécurité à l'est du pays ne regardent pas l'opposition, ni la société civile, ni les gens du pouvoir. C'est d'ailleurs ma question, cher Joseph. C'est un problème. Quelle contribution à cette période que l'opposition, que nous sommes en train d'observer, en train de se réorganiser un peu pour quel idéal? On se pose la question. Le problème, c'est que nous avons des dirigeants qui n'écoutent pas. Nous avons plaidé pour plusieurs fois qu'il fallait faire appel à ces gens qui ont vécu la réalité de l'Est du pays. Je prends ici l'exemple du général Didier Etumba. À l'époque, Didier Etumba, c'est lui qui a mené l'opération Pomme Orange, l'opération qui a délogé, bien entendu, l'ennemi à l'Est du pays. Le Premier ministre, Matata Pogno, est là. Consultez ces gens. Vous allez tirer... de par leur expérience, quelque chose. Et député national. Au-delà de ça, personne ne l'empêche de présenter ses expériences ou apporter son soutien pendant cette période. Vous savez, à cet instant ici, le président de la République devait laisser les comportements partisans, c'est-à-dire moi je suis de la famille politique présidentielle, je suis de l'Union sacrée, il fallait repenser la politique autrement, faire appel à ceux qui ont l'expérience, à ceux qui ont de la contribution à faire pour que nous puissions arriver à trouver la solution à l'est du pays. Parce que, vous savez, à cet instant où nous baignons dans le mimétisme, les gens sont en train de mourir à l'est du pays. Et donc, en effet, pour nous, nous pensons que cette question a déjà trouvé la solution dans le passé. Et n'hésitons pas, comme dirigeants aujourd'hui, à côtoyer ceux qui ont vécu
pour, n'est-ce pas, demander comment ils ont opéré. Matata Ponyo a donné plusieurs fois témoignage dans vos médias que nous avons mené une opération congolo-congolaise dénommée Pomme Orange. À côté, le général Didier Toumba, à côté, le président de la République lui-même, les premiers ministres, les ministres des Finances, des budgets, pour répondre aux desiderata de nos forces de l'ordre, nos hommes. Et c'est comme ça que stratégiquement, nous sommes arrivés à déloger l'ennemi. Alors, pour déloger l'ennemi, parce que vous l'avez plusieurs fois déclaré, dans des mots clairs, qu'est-ce qui doit présentement être fait? Les grands problèmes, je le répète encore une fois pour une meilleure compréhension de ce qu'ils vivent, que c'est le président de la République qui semble manquer une vision claire de gouvernance et de leadership, ayant pour objectif de restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays, mais aussi à restaurer la paix. Parce qu'il faut ici dire que ça fait déjà quelques 2 ans qu'une partie de nos territoires reste occupée par l'ennemi. Donc l'État n'a plus autorité, l'État ne peut plus fixer la politique publique dans ces coins de la République. Et donc l'État a perdu le contrôle. Mais pour que ça puisse être rétabli, il faut que le président lui-même soit celui qui insuffle suffisamment l'encouragement, une vision claire, mais aussi il doit se faire accompagner des stratèges dans le domaine militaire pour apporter des solutions nécessaires, finissant avec cette histoire de guerre à l'Est. Est-ce qu'avec tout ce que vous venez de dire, vous pensez que si on déclarait la guerre aujourd'hui, avec, je voudrais que vous puissiez un peu nous dire, est-ce qu'il faut déclarer la guerre en cette période où on doit commencer par où? Quels sont les préalables? Vous savez, cher Daniel, la guerre n'est pas un concert de musique. Mais vous l'avez dit que la paix ne se négocie pas. Oui, exactement. Je vous l'ai dit que la paix s'impose. La paix est toujours victorieuse. Voilà pourquoi nous avons toujours plaidé pour une solution militaire cette fois-là. Et donc, en effet, il faut le dire ici. Mais que pour que nous puissions arriver à déclarer une guerre, il faut se préparer. Kiwis, Pakem, Parabellum. On ne va pas en guerre n'importe comment. On y va en guerre tout en étant préparé, tout en disposant les minimums nécessaires. Je vais parler ici des équipements et tout ce qui est des guerres pour, n'est-ce pas, déclarer la guerre à un pays. Ce n'est pas de l'amusement. Quand on déclare la guerre, l'a dit plusieurs fois, on peut déclarer prêts, militairement, logistiquement parlant, nos FARDC sont équipés. Alors, vous savez, nos FARDC ont été suffisamment équipés à l'époque. Nous sommes témoins d'avoir vécu le fait que nous avons défait les M23. Mais c'était avec un appui nécessaire des autorités directes. Vous allez vous rappeler que les premiers ministres de l'époque, Augustin Matata, est allé jusqu'à la colline de Tchanzu. Vous comprenez? Le premier ministre est allé jusqu'à Bunagana. Est-ce que Madame Souminoa, aujourd'hui, peut prendre l'avion pour atterrir à Bunagana ou à Tchanzu? Là où c'était les terrains de guerre. Le premier ministre y est allé pour scruter de près la réalité, poser des questions et dénicher qu'est-ce qui bloquait et à quel niveau. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne sont que concentrés à l'ouest. Le président de la République ne met même pas pied pour, n'est-ce pas, galvaniser la morale de nos troupes. Nos troupes se sont abandonnées. Parfois, ils se posent même la question, est-ce qu'il faut mourir pour ce pays? Je vous rappelle ici qu'en 2024, vers décembre, le chef de l'État a réuni les députés. Non pas pour réfléchir comment donner des primes, subventionner, accompagner, encourager nos militaires au front, mais c'était pour les promettre de les acheter des véhicules. Vous voyez là où on dit qu'il y a mauvaise compréhension de gouvernance dans notre pays. Et vous savez, la responsabilité revient ici
au président de la République qui a échoué et qui continue à échouer son deuxième mandat. Non, je vous l'ai dit, parce qu'il fin? est le garant des bons fonctionnements des institutions, il est le commandant suprême. Et donc, en effet, si nous encaissons la perte aujourd'hui... Il n'y a pas que le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a quand même des grandes puissances qui soutiennent le Rwanda. Est-ce que vous avez des preuves? C'est ça le problème. Nous sommes prêts et prompts à dire que ce n'est pas seulement le Rwanda, il est soutenu par l'Union européenne a promis au Rwanda d'apporter son soutien je vais vous dire en termes de financement. Je vais vous dire une chose. À l'époque de la gouvernance de notre président national, nous avons réussi à imposer de la sanction au Rwanda et sans faire beaucoup de tapage. Mais je vous dis, renseignez-vous. La RDC a réussi à recevoir auprès des pays européens de la sanction sur le Rwanda. Ça existe, mais ce n'était pas avec autant de tapage. Nous sommes arrivés en 2013 à défaire les M23. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a reconnu. Les vidéos existent. Mais ce n'était pas avec autant de tapage. Il faut commencer par faire les dénonciations. Non. Face à la réalité, il n'y a pas d'excuse. Allons-y. Combattons, équipons nos hommes, trouvons de la solution pour la paix à l'est du pays. Aujourd'hui, l'insécurité se resserre autour de la ville de Goma. Est-ce qu'on doit seulement parler de Goma? Notre capitale diplomatique. On sent également que Kwango, Kwilu, les Mobondo, si je ne me trompe pas, menace. Il y a les Morero, je ne sais pas, au nord. Dans les Katanga, ça c'est l'insécurité qu'on ne comprend plus. À l'est, toutes les villes apparemment on est menacées. Et nous avons suivi Patrick, parce qu'il y a encore Constant Mutamba qui pense que Paul Kagame manipule les Kuluna pour saboter les pouvoirs. Mais quelle attitude on doit avoir, nous, peuple, aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, le peuple, quelque part, est dirigé par ceux qui nous gouvernent actuellement. Oh, vous l'avez dit. Ils ont mandat de, n'est-ce pas, agir au nom et pour le compte du peuple. Oui. Mais que font-ils? Constant Mutamba, le ministre, a dit qu'il fallait aller arrêter l'amener Kagame. Oui. Vous voyez le niveau de l'amusement que nous sommes en train d'observer au niveau de nos institutions. C'était pas un engagement politique. Non, 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 non. Je pense que les autorités, quelqu'un qui a rang de ministre, ne peut pas s'amuser sur ce terrain-là. Ce sont des questions d'État. Vous ne pouvez pas blaguer à dire celui qui va m'apporter telle chose aura telle chose. Et vous parlez à un président de la République de notre pays. C'est s'amuser à un niveau très bas. Peut-être parce que vous parlez là. Est-ce que vous sentez que le Rwanda est menacé? Est-ce que la RDC est une menace pour le Rwanda? Bon, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de me le dire. Jusque-là, les combats se passent dans nos territoires. L'armée rwandaise qui soutient crédiblement, les rapports existent, les M23, nous combattent les FRDC dans nos territoires. Bunagana ne se trouve pas au Rwanda. La raison maintenant de tout ça. Sake ne se trouve pas au Rwanda. Minova ne se trouve pas au Rwanda. Et tout ce qui se passe à l'est du pays, c'est chez nous. Et donc, en effet, je ne vois pas pourquoi vous allez dire que le Rwanda est menacé, parce que le Rwanda n'a même pas un quartier qui est menacé par l'invasion de notre armée. Et voilà. Dans les médias, vous sentez que Patrick Mouya a dit que Paul Kagame, sans sa fin venir, il veut vaquer à tout, dans tous les sens. Vous savez, cher Daniel, c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, la blague a quitté les bas niveaux pour aller jusque dans nos institutions. Et il faut préciser qu'il a également Monsieur Patrick Mouyaya qui confond l'horaire de la guerre à la communication devant les caméras, se retrouve où aujourd'hui? Il s'est retrouvé en Belgique ou en Europe, en train de se faire enregistrer des émissions avec des comédiens, j'ai vu, des chroniqueurs, les ministres de la communication, et c'est pendant que les territoires sont en train d'être récupérés par l'adversaire. Vous voyez le niveau de l'irresponsabilité de nos dirigeants politiques? Voilà pourquoi moi je vous dis ici que
ce que nous observons, c'est l'impréparation de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est quelque chose à le dire sans peur. Le président de la République n'avait pas une vision de guider ce pays en temps de crise comme nous sommes en train de le voir actuellement. Voilà pourquoi, bon, peut-être pour se relaxer, hein, pour se déstresser, il se retrouve entre des avions. Dans un pays agressé, comme la RDC, le président de la République, dans une année, atteint plus de 30 voyages. Vous pouvez concevoir cela. Entre-temps, nos troupes, nos hommes, au champ de bataille, ont besoin d'un soutien non seulement moral, mais logistique, d'un soutien matériel et technique. Mais calculons quand même un peu les coûts du déplacement d'un chef d'État. Vous savez c'est à quoi ça rime. Et donc voilà pourquoi nous disons que il semblerait que les autorités politiques de la République démocratique du Congo n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe à l'est du pays. Voilà pourquoi on tourne autour du pot pour, n'est-ce pas, repenser notre politique publique en matière de défense et restaurer la paix à l'est du pays. Très bien. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien. À la population de l'Est, un message quand même. Vous avez dressé un tableau qui semble ne pas être favorable. Je pense que un mot à toute cette population. Vous savez, cher Daniel, moi ce que je vais dire à mes frères des Goma, parce que moi j'ai une famille aussi là-bas, j'ai des frères, et les membres de mon parti politique, les LGD, ils nous appellent à tout moment pour dire, écoutez, ici ça va pas, il y a une psychose grave, les militaires, les déplacements des engins, ça fait paniquer la population. Moi je dirais à nos compatriotes de garder la tranquillité. Vous savez, Goma ne tombera pas. Nous avons espoir, même si nos dirigeants aujourd'hui, il faut le dire parce que nous ne sommes pas d'accord avec leur politique publique en matière de défense, même si nos dirigeants semblent ne pas être concernés par ce qui se passe à l'est du pays, mais nous autres, nous pensons à vous au jour le jour, et ce que nous vous demandons, c'est de doubler l'essence du patriotisme, de doubler l'éveil, pour, n'est-ce pas, veiller sur nous-mêmes, parce que l'État semble quelque part faillir à sa mission régalienne, celui de nous protéger et notre bien. Moi, je pense que la population de Goma, vous devez aujourd'hui avoir plus de vigilance, mais aussi veiller à l'infiltration, parce que quand l'ennemi arrive, il ne vient pas directement, il passe par les canaux de ces gens qui nous infiltrent ça et là pour transmettre les informations afin que notre ville soit captivée. Et donc en effet, doublons de vigilance, mais aussi gardons un peu le calme dans la sécurité, mais aussi protégeons-nous nous-mêmes parce que l'État semble faillir à sa responsabilité. Aux autorités, je pense que vous serez quand même... Également, l'État, c'est nos autorités. C'est cela. Je vois le souhait. Vous voulez que, parce que vous avez beaucoup dénoncé sur beaucoup de choses. Je pense qu'au président de la République, je vais lui dire, en tant que citoyen, que nous sommes très affectés par ce qui se passe à l'est du pays. Et son attitude mentale à se retrouver partout, même là où ce n'est pas obligatoire et nécessaire, décourage nos forces de l'ordre qui ont par contre tant besoin de son appui personnel. Il a promis autrefois qu'il allait s'installer à l'est du pays. C'est peut-être le moment d'aller, ne fût-ce que pour s'installer, faire 2 semaines là-bas, aux côtés de nos militaires. Vous l'avez dit que c'est... Je vous dis, il a promis, c'est nécessaire. Joseph Kabila est allé jusqu'au front. Mobutu, à l'époque, est allé jusqu'au front. Matata Ponyo, comme Premier ministre, est allé jusqu'au front. Tshisekedi aussi peut le faire. Ça va rassurer, ça va redonner un peu une lueur d'espoir à nos forces de l'ordre qui semblent être oubliées. Regardez les conditions par lesquelles ces gens, nos semblables, combattent l'ennemi. Nous avons vu c'est presque à main nue. C'est presque à main nue. Non, mais soyons sérieux. Il faut appuyer ces gens.
Ils ont besoin de notre appui. Et les chefs de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, sur la question de l'Est, ne doit pas être partisan. Il doit par contre être patriotique afin de s'entourer, non pas des gens de son parti politique, mais de personnes et de ses compatriotes qui ont l'expérience d'avoir vécu cette histoire de guerre, mais c'est aussi qui ont, n'est-ce pas, des contributions à donner pour justement peaufiner cette paix-là que nous avons tant besoin à l'est du pays. Merci beaucoup, cher Joseph. Je pense que prochainement, on y reviendra pour évaluer un peu la situation de manière générale. Nous avons totalement fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire, que vous n'avez pas dit jusqu'ici, parce que c'est la fin? Non, mais je crois que nous avons assez parlé. Madame Judith Toumino, aujourd'hui, excelle dans le photoshooting, ça il faut le dire, depuis qu'elle est là. Nous ne sentons aucun changement nécessaire. Quelqu'un l'a même dit qu'elle doit se rappeler de l'interpellation d'une dame dans l'Assemblée nationale à l'époque qui a dit que madame, si vous vous sentez être coincé dans l'avenir, n'hésitez pas à démissionner. Si madame Souminoa se sent être incapable à gouverner l'exécutif comme il se doit, afin de donner des solutions aux problèmes des Congolais, qu'elle démissionne. Parce que jusque-là, nous ne sentons aucun changement dans la vie sociale de la population. Le chef de l'État a promis 6 400 000 emplois. Ajouté à ce qu'il venait de dire récemment, qu'il y aura la création de 500 000 emplois. Vous imaginez que ces emplois-là n'existent même pas déjà. Ça fait une année et le président de la République, jusqu'à aujourd'hui, ne reste qu'avec 1300 et quelques jours seulement pour finir son mandat. Et sans oublier encore une fois que 2028, selon la Constitution, c'est une année électorale votée par référendum par les Congolais, sera une année essentiellement électorale. Et donc nous n'avons que presque 2 ou 3 ans encore à faire des manœuvres pour délivrer un résultat. Sinon, l'échec sera monumental, parce que la première année du second mandat et le dernier du chef de l'État est un échec incommensurable. Il faut qu'on se le dise. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.